Aujourd'hui, j'ai la joie d'échanger avec vous. Donc, Marina Wiesel et Jérémy Cohen, car vous avez sorti il y a quelques mois l'UX Design en pratique, qui est en fait un condensé de votre expérience terrain. Alors, pas que votre expérience, j'ai compris que ça venait aussi d'autres collègues. Euh, le livre, il est là, il est sous forme de fiche avec toutes les questions que se posent les designers, des solutions concrètes et applicables. Alors là, on a une vingtaine de minutes devant nous pour faire un échange. L'idée, c'est d'en parler. Évidemment, c'est que vous nous disiez un petit peu comment vous en êtes venu à écrire ce livre, mais aussi d'avoir un peu votre point de vue sur la communauté UX francophone. Avant toute chose, une courte introduction. Donc, Marina, tu es designeuse, enseignante en UX à Gobelin, coach en innovation, en entrepreneuriat et également, du coup, autrice. C'est ça. Toi, c'est ça. Dites-moi hein, si je me trompe, il n'y a pas de souci. Et toi, Jérémy, donc, tu es designer, également enseignant en UX à Gobelin, en design thinking aussi dans plusieurs écoles. Et tu es également auteur, co-auteur avec Marina sur ce livre. Et j'ai eu la chance, moi, Jérémy, tu nous animes un meet-up sur l'île, un meet-up Flupa, donc ça, c'était cool. Ouais. Alors, du coup, très rapidement, moi, j'ai envie de vous poser la première question un peu classique, mais quel est votre parcours et comment vous en êtes arrivé à travailler dans l'UX design? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé ma carrière à m'intéresser à tout ce qui était comment rendre accessible le contenu muséographique aux visiteurs. Donc j'ai fait pas mal de scénographie et j'ai travaillé énormément avec des experts en accessibilité et aussi avec le grand public pour pouvoir comprendre en fait et concevoir des musées qui soient au plus proche des intérêts des visiteurs. Et ensuite, j'ai eu un parcours un peu plus classique où je me suis tournée vers des agences du UX design et pas mal en consulting pour pouvoir accompagner des boîtes de différents secteurs dans le design. Et ça fait depuis 15 ans que je fais ce métier. Ok. Toi, Jérémy? Et moi, alors c'est pareil, j'ai un parcours un peu atypique, mais c'est souvent ce qu'on entend quand on entend des récits du X-designer. J'ai commencé par faire du développement web. Vraiment, ça n'avait, du coup, on parlait pas du tout du X-design, c'était il y a une petite vingtaine d'années. Et j'ai intégré assez vite des grandes entreprises, des grosses organisations où il fallait accompagner le changement autour des usages sur Internet, passer du téléphone à Internet ou du papier, du catalogue papier à Internet, etc. Et après, de la gestion de projet, et jusqu'au moment où moi, j'ai pris la charge d'une équipe où je devais piloter des roadmaps et prioriser des sujets les uns par rapport aux autres. Et souvent, j'entendais c'est important pour le client, on veut remettre le client au centre de la stratégie, etc. Et arrivé à un moment, j'ai dit, moi, j'entends beaucoup parler du client, mais je ne le vois jamais, ce client. Alors, qui est en charge d'aller voir le client? Moi, j'aimerais bien, hein, ça m'intéresse en tout cas, pour donner du sens à mes équipes, pour comprendre en fait comment prioriser les sujets et quels étaient les vrais points de peine en fait dans les parcours. Et là, je me suis rendu compte que l'entreprise n'était pas forcément bien connectée avec ses utilisateurs, parce que c'était finalement le rôle de personne. Tout le monde en parlait, mais personne n'y allait. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait des métiers autour de ça et des processus assez précis autour de l'UX. Et ça m'a passionné. Et donc, je me suis lancé en freelance il y a 4 ans maintenant. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Ça marche, merci. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, vous vous êtes rencontrés au Flupa UX Days 2018, c'est C'est ça, ça. suite à une conférence de Emmanuel Maraveri. Et l'année d'après, vous revenez aux UX Days 2019. Et cette fois-ci, donc, vous étiez plus que des participants, puisqu'en fait, vous avez animé en duo un atelier. Euh, comment, comment ça s'est passé, cette rencontre, et pourquoi avoir choisi comme ça de, de faire une collaboration à deux? Alors ça, au départ, l'idée vient de moi. L'idée vient tout simplement que je suis jeune maman, enfin depuis 4 ans du coup, et que j'avais très envie de pouvoir faire un livre qui soit à la hauteur de ce que je pouvais lire de guides de jeunes parents qui aident à trouver des solutions concrètes par exemple, il dit toujours non, que faire? Et je me disais que ça pouvait très bien s'appliquer à l'UX dans le cas de la gestion de projet sur le terrain face à son client. Parce que j'ai constaté très rapidement que faire des interviews utilisateurs, des maquettes et autres, c'était pas trop une difficulté pour moi, mais que je rencontrais de grandes difficultés pour pouvoir vraiment être à l'aise face à mon client. Donc ça, c'était la première chose.
Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, j'en parle beaucoup. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et j'avais envie de rédiger un livre avec une petite équipe. Et je cherchais en fait une personne qui soit vraiment à l'aise, qui partage en fait cette vision du design. C'est pas vraiment un produit dans lequel le designer est roi, mais c'est plutôt un produit avec beaucoup de valeur pour l'utilisateur, dans lequel la valeur de l'équipe aussi et l'esprit d'équipe est hyper important. Et du coup, pendant quelques mois, j'avais plusieurs idées de personnes en tête, mais sans forcément m'arrêter sur une personne en particulier. Et un jour, quand j'ai discuté avec Jérémy au Flupa, en l'espace d'une demi-heure de discussion, je me suis dit, c'est lui qu'il me faut. Et je lui ai demandé le soir même s'il était OK. Ouais, c'est beau hein, raconter comme ça, hein. Mais c'est Ouais. vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi, alors de mon côté, le cheminement, il s'est fait parce que quand je me suis lancé en freelance, il y avait une partie de moi qui était déjà autour du fait de partager cette révélation que moi j'avais eue, cette prise de conscience. Je me suis dit, il faut absolument que je puisse, d'une manière ou d'une autre, aider des gens qui seraient dans ma situation à aller plus vite sur cette prise de conscience et à avancer. Et donc, j'ai commencé à donner des cours, faire des formations. Et il y avait cette envie de réaliser un truc dont je serais très fier, qui me prendrait certainement du temps. Et je ne savais pas du tout quelle forme ça pourrait prendre. Est-ce que ce serait de faire des travaux de recherche universitaires ou d'écrire un bouquin? Enfin, c'était absolument pas précis. Et on s'est vraiment rencontrés à ce moment où je m'étais plutôt orienté vers la piste universitaire et ça m'avait un peu cassé les pattes dans le sens où je n'avais pas le profil en fait et on m'avait un peu fait comprendre que ça allait être un peu compliqué. Euh, et donc j'ai rencontré Marina à ce moment-là où je lui partageais l'état où j'en étais, en fait, de dire j'ai cette envie-là, mais finalement ce ne sera pas une thèse et donc je ne sais pas quelle forme ça devrait prendre. Et là, elle m'a parlé de ce projet-là et donc effectivement, le soir même, on s'est dit banco, quoi. Ouais, j'avais une question justement à propos de ça, parce que vous êtes tous les deux formateurs. On sait que les médias qui marchent très bien en ce moment, bah, c'est les médias vidéo comme YouTube, ou même les plateformes de formation comme Udemy. Moi, j'avais une question, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire un livre plutôt de créer une formation vidéo, par exemple? Ah, je passe Alors, une colle. non, non, en fait, moi, je pense avoir une piste de réponse. Euh, Moi, personnellement, je lis énormément de livres professionnels. Depuis le début de ma carrière, je lis à peu près tous les matins de 8h30 à 9h30, ce qui fait que j'ai une liste hyper longue maintenant dans ma tête. Et je trouve ça hyper enrichissant. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à penser à cette idée de livre suite à des formations que je donnais au Gobelin, parce qu'il y avait des questions un peu récurrentes qui revenaient et que je trouvais hyper intéressantes. Et en fait, j'avais envie d'avoir un espèce de guide pratique qu'on peut toujours regarder sur son bureau, en fait, et ouvrir un moment où on a un petit souci, quoi. Donc pour moi, c'est pas tant de la montée en compétence que plutôt je me rassure par rapport à quelque chose, à un moment clé de mon parcours de designer. Et l'autre chose, c'est que c'est encore une fois très personnel. J'ai jusqu'à maintenant, alors maintenant c'est plus le cas, mais jusqu'à très tard en fait, quand je faisais du design, je faisais uniquement le côté conception et après, quand le produit partait en dev, souvent moi je sortais de mission et j'allais sur une autre mission. Et ça me manquait beaucoup en fait d'avoir le lien avec un produit de bout en bout. Et j'avais très envie du coup de faire un produit qui trouve une fin à un moment donné. Ok. Et moi, je pense que de mon côté, il y a effectivement les livres ont aussi joué un rôle très important dans le parcours professionnel et quelque part la bascule aussi en freelance. Il y a eu toute une phase avant où j'ai eu besoin de me, enfin, j'ai eu besoin de me rassurer sur c'est pas juste une vue de l'esprit, cette prise de conscience. En fait, il y a des gens qui sont passés par là avant et c'est des métiers qui existent depuis un certain temps et de pouvoir mettre des mots sur certaines notions que je ressentais, ça m'a vraiment aidé en fait dans le fait de me dire il faut continuer dans cette voie-là en fait. C'est pas juste une illusion. Et quand je rencontre maintenant des gens qui se lancent ou qui se posent des questions, même mes étudiants, en fait, je suis en train de monter une bibliothèque pour eux, en fait, justement, parce que moi, je leur dis, en fait, les livres jouent vraiment un rôle très important et je veux leur transmettre ça. Et donc, quand je rencontre des gens qui me posent voilà, des questions, qui ne savent pas trop, enfin, ils s'interrogent un peu sur est-ce que je dois y aller ou pas, je leur dis, mais lis certains bouquins. Pour moi, il y a vraiment des éléments déclencheurs, en fait. Et je pense que la relation avec le papier, le format en fait, du livre,
elle est différente du fait de consommer du contenu vidéo. Pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que pour moi, c'était plus adapté en tout cas. Et donc, c'est ce qui a justifié aussi le choix du livre. Puis je pense que c'est une problématique générationnelle. On est deux petits vieux, en fait, avec Jérémy. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ça. Est-ce que c'était vraiment ça le lecteur que vous aviez en cible quand vous avez écrit le livre, les étudiants? Vos étudiants? Non, c'était plus large. On pensait faire étudiant, confirmé, enfin en tout cas plutôt qui débute ou en reconversion, confirmé et senior. Mais très vite, on s'est rendu compte que les étudiants, ça ne fonctionnerait pas dans le sens où s'ils étaient que à la fac et qu'ils n'avaient jamais rencontré des problématiques terrain dans les entreprises, ce n'est pas des choses qui leur parlent. Et d'un autre côté, les personnes qui sont déjà un peu seniors, c'est déjà des situations qu'elles ont rencontrées. Elles sont toujours intéressées par partager, mais en fait, elles veulent aller plus loin. Donc, les personnes qui sont les plus intéressées, ce sont tous les profils de personnes qui vont suivre, par exemple, des formations au Gobelin ou au laptop, pour en citer. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais qui sont plutôt en reconversion et qui ont entre 25 et 45 ans. Ouais. Ça marche. Là, votre livre, il est sorti donc depuis novembre de l'année dernière. Est-ce que vous avez eu, quel a été un peu l'accueil de la communauté? Est-ce que vous avez déjà eu des retours? On a eu pas mal de retours. Il faut dire que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est un projet qui s'est étalé sur 2 ans, un bon 2 ans. Donc on a eu le temps d'en parler autour de nous et de dire que c'était quelque chose qui était en gestation, et quelque part un peu de seriner tout le monde avec ce sujet-là. Donc quand il est enfin arrivé, je pense que il y a plein de gens en fait qui quelque part, on avait un peu fait le teasing sur du long terme, on va dire ça comme ça. Donc après l'accueil, il a été forcément très bienveillant, d'abord par nos familles, après par nos amis, et effectivement après par la communauté. Et on a eu beaucoup de retours autour du fait que on avait vraiment bien identifié en fait les situations du quotidien. Les gens se retrouvaient vraiment en fait dans le contenu et que ça les avait aidés à déverrouiller des situations dans certains cas, ou au moins de se dire, je suis pas le seul à vivre ça. Et il y a moyen, en tout cas, de craquer ces situations qui peuvent des fois perdurer depuis un certain temps. Donc, on a eu en tout cas des retours très, très positifs et ça, c'est vraiment très encourageant. C'est vrai que dans le livre, en fait, vous mettez fortement en avant des situations réelles qui vous sont arrivées. Moi-même, il y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'est une situation que tu décris, Marina, où tu crées un atelier de design thinking et il y a une personne qui décide de boycotter un peu l'atelier, de ne pas venir. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on ne sait pas trop comment réagir. On se dit, est-ce qu'on va escalader le problème? Est-ce qu'on va l'avoir en aparté? Et on sait en fait que les méthodes UX, ça peut venir un petit peu chambouler les personnes, les organisations, parce que c'est des choses qui évidemment sont parfois innovantes, qui changent un peu des règles habituelles. Dans le livre, en fait, il y a 34 problématiques, 34 fiches. Moi, j'avais envie de vous poser la question, c'est quoi pour chacun d'entre vous les 3 difficultés, le top 3 des difficultés que vous avez rencontrées? En tant que UX designer? Oui, sur une mission, oui. Ou en tout cas, les plus fréquentes, peut-être. Alors, voilà, pour moi, en tout cas, je peux commencer déjà par la première qui me vient à l'esprit. C'est par rapport à la recherche utilisateur, le fait qu'on, d'une manière ou d'une autre, il y ait des problématiques qui bloquent en fait sur soit le planning ou le budget, de se dire voilà, écoute, là, on va pas avoir le temps d'aller sur le terrain, donc fais le job, on fait directement les maquettes ou passons tout de suite à la conception ou à l'idéation, parce que là, on va pas avoir le temps. Donc ça, c'est clairement, alors d'une manière ou d'une autre, hein, mais c'est ce qui, moi, en tant que freelance, en fait, c'est clairement le budget sur lequel c'est le plus compliqué à pas faire de coupe. Quand il y a une négociation, en fait, c'est clairement là-dessus que ça peut se faire. Et donc, pour moi, ce serait le top 1, si je peux commencer par celle-là. Eh bien, pour moi aussi, je dirais que c'est celle-ci. Et même avec tous les apprentissages que j'ai eus ces dernières années, même sur ma mission actuelle, je me retrouve confrontée à ce problème-là. Donc, c'est vraiment un problème qui est très récurrent. Après, je dirais
peut-être en deux. C'est au niveau de l'engagement des parties prenantes, donc à savoir les directeurs ou enfin chefs de service, disons des décisionnaires sur les projets, où sur le principe, tout le monde va être d'accord en fait sur le fait de se dire il faut qu'on conçoive les choses en repartant des besoins, etc. Et c'est comme toutes ces thématiques où il y a un moment donné, ça a un impact sur la manière dont on faisait les choses avant, et du coup, ça occasionne un changement. Souvent, il arrive à un stade dans le projet où il faut prendre des décisions, où du coup, il faut faire justement les choses différemment, et on peut vite se faire rattraper par la police, dans le sens où finalement, le directeur, il est pas tout de suite prêt à prendre ce genre de décision-là, ou à participer aux ateliers, ou à lâcher prise en fait sur des solutions qu'il avait déjà en tête. Et donc, voilà, l'engagement des parties prenantes, pour moi, c'est aussi une problématique que je rencontre régulièrement. Moi, je dirais en top 2 que la problématique que je rencontre, c'est montrer que le designer n'occupe pas que le terrain à partir du moment où la story map a été pensée et au moment où il faut délivrer les maquettes, mais aussi en amont de la story map en fait sur tout ce qui est épique pour pouvoir en fait, certains appellent ça du design de service ou du pré-cadrage de manière plus globale. Et c'est toujours très bloquant, d'autant plus que on a, en tant que designer, on a un espèce de devoir, le mot est un peu fort, mais on a une double mission qui est à la fois de faire du pré-cadrage pour voir en moyen, long terme, et en même temps de faire du court terme et du delivery pour pouvoir faire de l'amélioration en continu du produit. Et je pense que les deux sont hyper importantes. Et on a souvent, on se retrouve sur des contraintes où tout est décidé à dernière minute en court terme, impossible de voir plus loin et on nous dit toujours on le fera plus tard, mais on le fait jamais en fait. Donc ça, c'est hyper déstabilisant. Et après, je dirais que mon numéro 3 de point de douleur, c'est je me suis souvent retrouvée dans des équipes, donc je manageais ou je coachais des équipes dans lesquelles il y avait des designers de produits ou alors qui s'appelaient designer full stack ou UX UI, qui finalement étaient très très bons en UI, mais par contre moyens en UX. Et en fait, c'est pas tant un problème que ça. D'un point de vue recherche utilisateur, on peut toujours pallier au problème, mais souvent je me suis retrouvée avec des profils qui, dès qu'ils avaient fini les recherches utilisateurs, couraient tout de suite sur des wireframes presque aboutis ou des maquettes sans passer par une case de réflexion en mode user flow ou en croquis. Et pour terminer, moi, mon top 3, donc du coup, le 3, ce serait la relation avec le PO ou le chef de projet, qui des fois, sur des périmètres qui peuvent des fois être un peu flous sur les responsabilités des uns des autres, ou des gens qui faisaient le job de l'UX avant qu'il y ait un UX dans l'équipe. Et du coup, sur la notion de périmètre et de bien expliquer ce qu'on est censé faire, la valeur qu'on doit ajouter au projet, et quelque part aussi délimiter la collaboration, quitte à embarquer les gens en fait, mais c'est déjà arrivé que dans des équipes, on ait des PO, des chefs de projet qui fassent des maquettes sous PowerPoint, et c'est de pas arriver d'arriver en fait dans l'organisation en disant mais non, t'arrêtes tout ce que tu es en train de faire là, des maquettes ça se fait pas sous PowerPoint, moi je vais le faire et puis et ça va bien se passer. Mais plutôt de voir comment on peut embarquer ces gens-là pour pas tout casser, les choses qui fonctionnaient bien avant en fait, et réussir à quand même délivrer de la valeur, quoi. Ok, ça marche, merci. Bah, du coup, j'ai envie de vous poser un peu la question inverse maintenant. Quel est le plus grand moment de kiff, de réussite que vous avez eu pendant une mission? Moi, je pense directement à la semaine dernière où, en ce moment, je suis sur un projet où il y a une centaine de personnes sur le même produit et on était dans un point de story map pour pouvoir prioriser la story map du trimestre qui allait bientôt arriver. Et à chaque fois qu'on avait la moindre question, tout le monde se taisait et on disait, bon, qu'est-ce qu'en pense le design studio? Marina porte la voix de l'utilisateur, donc c'est Marina qui va nous dire s'il faut prioriser ou déprioriser les pics. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment, il y avait une bonne confiance qui s'était créée et du coup l'utilisateur avait vraiment toute sa place dans le produit pour la première fois. Ok. Et moi de mon côté, alors ça a commencé par un gros fail et ça s'est fini par un succès. C'était au tout début où je me suis lancé là-dedans quand j'étais encore interne. Et donc, j'avais parlé de la démarche ou du fait qu'on allait aller à la rencontre des utilisateurs pour faire des ateliers de co-conception, etc. Et
Et donc, il y avait un directeur qui était venu me voir en me disant, mais c'est intéressant ce que tu fais, ça m'intéresse. La prochaine fois que tu organises ça, dis-le-moi, je veux y être, etc. Donc, on avait tout calé en fonction de son agenda. C'était assez lourd, en fait, en termes d'organisation, bref. Et la veille, il me plante. Sa secrétaire m'appelle en me disant, bah, écoute, finalement, il ne pourra pas être là. Changement d'agenda, changement de priorité. Et donc, bah, on a quand même maintenu les ateliers. Et, on a eu cette idée qui s'est avérée finalement un succès. Ça aurait pu être un plantage aussi, mais en l'occurrence, c'était un succès. On s'est dit, on va quand même restituer ce qui s'est passé au cours des ateliers auprès du directeur. On va proposer à chaque participant d'écrire un courrier pour qu'il puisse exprimer de vive voix, en l'occurrence par écrit, au directeur ce qu'il ressent en fait par rapport au point de peine qu'il vit lors du parcours en fait. Et donc on leur a donné une lettre et on leur a dit vraiment vous rédigez comme si c'était une lettre que vous écrivez au directeur et nous on s'engage à aller lui donner. L'objectif il était double là-dedans, il était quand même de pouvoir effectivement restituer ce qui s'était donné et de le mettre un peu face à ses responsabilités pour les fois d'après. Et donc ça n'a pas loupé. Quelques jours après quand on s'est revus, enfin, alors je suis désolé, on n'a pas pu se voir, etc. Comment ça s'est passé, etc. Je fais, écoute, très bien. Et je lui ai déposé en fait la quinzaine de courriers qu'on avait. En fait, je fais, voilà, ils t'ont écrit en fait. Et donc, prends le temps de les lire. Ça peut peut-être être intéressant. Et ça l'a un peu piqué au vif. Mais le coup d'après, il est venu. Donc, pour moi, c'était un succès. Belle réussite. Ah, j'ai envie de Ok. rajouter un succès, je peux ou c'est trop tard? Oui, oui, vas-y. Bien sûr. Un moment marquant dans ma carrière, je travaillais dans un musée sur un site institutionnel grand public et donc il y avait plein de catégories, spectacles, cinéma, exposition, musée, etc. Et évidemment, chacun voulait être en gros sur la page d'accueil. Et à ce moment-là, le musée travaillait de manière très, très, très silotée. Il y avait beaucoup de conflits, des personnes qui se connaissaient depuis longtemps et c'était très difficile de travailler de manière transverse. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais vraiment eu d'atelier de co-création. Et j'ai mis en place tout simplement un atelier de tri de cartes pour faire le menu. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Tout le monde, en fait, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout mettre au premier plan, qu'il fallait prioriser. Et dès qu'on a fini cet atelier, tous les autres ateliers se sont hyper bien passés. Et après, il s'est passé quelque chose au niveau de l'institution. Il y avait 150 personnes qui fait qu'ils travaillaient beaucoup plus main dans la main. Et j'étais hyper fière de ça. Bon, parfait alors. Tu as montré tout l'intérêt de la méthode du tri de cartes. Ok, parfait. Allez, une dernière question. À part acheter le livre, quel serait le conseil que vous donneriez aux designers qui nous écoutent? Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête, c'est définir un mentor, quelqu'un dans son entourage qui peut nous écouter et aménager ce temps-là une fois tous les 15 jours pendant 1 heure pour pouvoir prendre du recul sur sa propre pratique. C'est vraiment hyper utile. Ouais, tu m'as un Ok. peu piqué mon idée là. Moi, j'allais évoquer, alors du coup, je suis en train de réfléchir à une deuxième, mais j'allais évoquer le fait d'échanger avec de trouver des pairs avec lesquels échanger, soit via le Slack de Flupa ou d'autres lieux en fait, qui soient digitaux ou physiques, sur lesquels on peut se retrouver en tant qu'UX et quelque part partager. On a vu la valeur, en tout cas, que ça pouvait, le besoin qu'il y avait autour de ça. On a organisé quelques webinaires suite à la sortie du livre et tout de suite, il y avait un temps d'échange. Et assez rapidement, en fait, les gens s'emparaient de ce temps-là. Et nous, on s'est effacé complètement là-dedans parce que on rencontre tous des problématiques. Et c'est vraiment dans l'échange qu'on arrive à se dire, tiens, par rapport à ce que tu me dis là, moi, j'ai déjà essayé ça. Ça pourrait peut-être te donner des idées, etc. Et je pense que enfin, voilà, c'est des métiers encore qui sont un peu neufs, où on rencontre vraiment beaucoup de problématiques, pas forcément liées que aux compétences pures, en fait, mais aussi au relationnel qu'on peut avoir, etc. Du coup, l'échange est hyper important. Est-ce qu'il y a un autre conseil qu'on pourra avoir en tête, à part de potasser des bouquins aussi et après, je pense qu'il faut se lancer, il faut quelque part pas avoir peur en fait de se planter, parce que de toute façon, c'est aussi des échecs qu'on va apprendre. Et donc moi, en tout cas, quand moi j'ai démarré, j'essaie d'évaluer le risque que je pouvais prendre. Et donc clairement, alors je peux le dire maintenant, mais il y a des cours où j'ai expérimenté un certain nombre d'outils aussi en me disant, bon, quelque part, si ça ne va pas, je pourrais toujours récupérer le coup avec mes étudiants en testant autre chose. Mais avant de vendre ces prestations-là. Et c'est des expérimentations en fait qu'on prend confiance aussi en soi et qu'on apprend le plus possible en fait.
Ok, donc prendre les étudiants pour des cobayes, parfois, ça peut être utile. C'est un peu pas trop là. Lequel de vous deux pitch le mieux? C'est Marina. Hein. Sérieux? Oui. Je sais pas. Ok. Ça dépend. Allez, Marina, tu as 30 secondes pour vendre le bouquin Ok. et donner envie de l'acheter. Vas-y. L'UX Design en pratique, c'est un livre qui vous permet de gagner en confiance en vous et en affirmation pour pouvoir mieux expliquer autour de l'équipe de design produit à quoi peut servir le design d'expérience utilisateur. Parfait. Parfait. Où est-ce qu'on peut l'acheter du coup? Erol? Amazon? Oui, on peut l'acheter sur des sites en Fnac. Enfin, je veux dire, on peut l'acheter sur place dans les Fnac et autres librairies, et aussi sur Amazon, Erol, sur placedeslibraires.com. Toutes les bonnes librairies, Ok. qu'elles soient en ligne ou physiques. Parfait. En tout cas, moi, c'est déjà le cas. Merci. Du coup, merci à vous, du coup. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Marina, Jérémy. Du coup, à bientôt. À très bientôt. Merci, Salut. Chani.